prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et toutes, et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. Comme toujours, très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, le 13e Jus de Ciné, qui sera consacré à la deuxième moitié du mois de janvier. Alors Marie devait être avec moi normalement pour ce nouveau numéro, sauf que finalement on s'est arrangé, donc elle sera là pour le prochain numéro sans faute, parce qu'on vous prépare un vice-versa qui, je pense, sera très très cool. Ça sera donc pour le prochain numéro. Pour le sommaire de ce numéro, évidemment les actus, des sorties d'avant 2021 avec John Carter, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Impitoyable, Common Sharia ou encore Orange Mécanique. Programme, ma foi, je trouve plutôt alléchant. On est parti pour les actus. J'ai trouvé 3 actus dont j'avais très envie de parler. La première, n'est pas est quelque chose d'assez triste, et je ne pouvais pas ne pas en parler, puisqu'il s'agit du décès de Jean-Pierre Bacri le 18 janvier, à seulement 69 ans, des causes d'un cancer. Jean-Pierre Bacri, donc grand acteur français, qui était un petit peu dans l'inconscient collectif, l'espèce de... le râleur du cinéma français, mais c'était bien plus que ça, c'était quelqu'un d'une grande intelligence, d'une grande sensibilité, finalement, malgré le fait qu'il avait un peu ce côté un peu râleur et bougon. C'était vraiment pour ça qu'il était le plus connu, mais même si j'ai pas vu beaucoup de ses films, je dois l'avouer, mais je pense que ces personnages sont tous bien plus profonds que ça à chaque fois, et puis même lui en tant que personne était quelqu'un, je pense aussi, de beaucoup plus profonde que ça. Jean-Pierre Bacri, c'est quand même 5 Césars, dont 4, et c'est curieux, pour le meilleur scénario, parce qu'on connaît en tant qu'acteur, mais on le connaît assez moins pour son côté scénariste, et pourtant, avec sa comparse de toujours, Agnès Jaoui, il a écrit bon nombre de films, et donc son travail d'écriture avec Agnès Jaoui a quand même été relié de 4 Césars tout de même, donc c'est quand même pas rien. Et puis voilà, donc on a pu le voir dans Didier, dans Alain Chabat, dans La Cité de la Peur, il a une scène absolument géniale, donc il joue c'est le 2e ou 3e projectionniste, je sais plus exactement, qui se fait donc assassiner comme les autres, mais sa courte apparition dans le film est un vrai régal. Très récemment, il avait joué dans Le Sens de la Fête de Eric Toledano et Olivier Nakache, il était excellent aussi dans ce film. Voilà, après, il y a d'autres films, le Goût des autres et tout ça, que j'ai pas vu, mais que du coup j'ai très envie de voir et qu'il faudra que je rattrape évidemment très vite. Parce que voilà, c'était quelqu'un de très intéressant, qui est de à part, et c'était un excellent acteur évidemment. Puis j'avais aussi une grande pensée pour sa participation au Bagarre Quiz, qui était peut-être un des meilleurs épisodes de Bagarre Quiz. C'était un bonheur parce qu'il apportait tellement de... Enfin, il lâchait des vannes phénoménales pendant l'émission. Je sais pas si un replay disponible, mais je vous invite à la découvrir cette émission parce qu'elle est juste absolument dingue. Voilà. Le 19 janvier a eu lieu les Prix Lumière. C'est en gros un peu l'équivalent des Golden Globes, mais pour les Césars, sauf que bon, c'est que des films, il n'y a pas des séries. On va revenir sur les gagnants. Prix de la meilleure musique a été attribué à Sylvia Pérez-Cruz pour Joseph, qui est un film d'animation que je n'ai pas vu. La meilleure image, donc la meilleure photographie, a été attribuée à Hichame Alaouye pour Été 85, mérité parce que il y avait ce travail de la pellicule et du grain très, justement, qui faisait très années 80. Et du coup, ça a apporté beaucoup de charme au film. C'est Joseph qui a été sacré en tant que meilleur film d'animation, donc celui dont je parlais tout à l'heure. Le meilleur documentaire, ça a été pour Un pays qui soit sage de David Dufresne, donc le documentaire sur les gilets jaunes et la place de la police dans ces manifestations. La meilleure coproduction internationale, ça a été pour L'homme qui a vendu sa peau de Kauter Ben Anya, film que je ne connais pas. Meilleur premier film pour 2 de Filippo Meneghetti, c'est le film qui est pressenti pour les Oscars pour nous représenter pour le meilleur film étranger. Je ne sais pas s'il aura quelque chose, mais bon, en tout cas en France apparemment le film a quand même pas mal fait parler de lui. Enfin, en tout cas, la critique cinéma a l'air assez unanime dessus. La révélation masculine a été attribuée non pas à une, mais à 2 personnes. Félix Lefebvre et Benjamin Voisin dans Été 85, donc c'est un prix qu'ils ont gagné tous les deux, et je suis très content parce que les deux le méritent amplement. C'est un duo que j'avais adoré dans le film de François Ozon, donc très content de ce prix. La révélation féminine a été Noé Habitat dans Slalom. Meilleur scénario pour Stéphane Demoustier pour La fille au bracelet, que je n'ai pas vu mais qui paraît-il est vraiment bien. Le prix du meilleur acteur a été attribué à Sami Bouajlia pour Un fils, donc pareil je ne l'ai pas vu hélas. Meilleure actrice, pareil, 2 gagnantes, Martine Chevalier et Barbara Sukowa dans 2, donc les personnages principaux du film je suppose, parce que c'est un couple de femmes je crois, le film raconte l'histoire d'un couple de femmes. Meilleure mise en scène pour ADN, réalisé par Maïwenn, curieux de ce choix. J'aurais pas forcément fait gagner Maïwenn, bon pour le coup ADN je l'ai vu, j'aurais
pas fait gagner spécialement elle, mais pourquoi pas, c'est plutôt intéressant. Et le prix de meilleur film est attribué à Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait de Emmanuel Mouret, que je n'ai pas vu, mais qui paraît-il est très, très intéressant. Du coup, on peut être sûr que Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, que ADN et tout ça, voilà au César, ça me paraît évident, même que ET 85, ou je pense que même Adieu les cons aussi peut avoir sa place dedans. Clairement, il faudra que je rattrape des films, ça va être pareil pour les Oscars de toute façon. Et évidemment, je peux déjà vous dire qu'il y aura, comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce que ça fait déjà 3-4 ans qu'on fait ça, les prédictions César et Oscar sur la chaîne. Bien sûr que ça sortira en temps et en heure. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et la dernière actu, c'est évidemment le Festival de Gérardmer 2021, donc qui s'est tenu pendant la dernière semaine de janvier. J'y ai donc participé, donc là c'était une édition en ligne évidemment, contexte sanitaire oblige, et c'était vraiment cool. Alors évidemment ça n'avait pas la même saveur, hein. Il n'y avait pas l'ambiance du festival, il n'y avait pas le fait d'aller dans les salles de cinéma tout bêtement. Du coup ça m'a permis de participer à l'entièreté du festival, pardon, de mieux répartir le visionnage des films, et d'en voir plus du coup par rapport à l'année dernière, donc ça effectivement c'est bien. Mais malgré tout, bon, voir des films chez soi, être dans un contexte quotidien, bah c'est pas facile quoi, c'est compliqué pour vraiment t'immerger à fond. J'ai donc vu 15 films, j'ai fait un long débrief sur Twitch. Je le rappelle donc que j'ai lancé ma chaîne Twitch récemment. Je stream tous les lundis soirs vers 20h45, donc n'hésitez pas à me rejoindre, on parle de ciné et on joue un peu aussi de temps en temps. Et donc voilà, donc j'ai fait un long débrief sur le festival de Gérardmer, où je reviens donc sur les 15 films que j'ai vus, donc je vous invite à voir la rediff du live qui est encore disponible, vous allez sur ma chaîne Twitch, le lien sera en description. Je voulais juste revenir sur le palmarès. Le prix du meilleur court-métrage est attribué à T'es morte Hélène, que je n'ai pas vu. J'avais envie de le voir, mais au moment où je voulais le prendre, bah, c'était complet, donc j'ai pas pu le réserver, dommage. Teddy a remporté 2 prix, à savoir le prix du jury et le prix du jury jeune, film français de genre avec notamment Anthony Majon, qui m'intrigue énormément. Alors du coup je l'ai pas regardé parce que j'ai voulu les garder pour la salle de cinéma quand il sortira en salle. La Nuée donc, de Juste Philippot, qui a remporté lui le prix de la critique et le prix du public, parce que pareil donc La Nuée avait intégré la compétition un petit peu après. J'étais très content de ça, mais pareil je ne l'ai pas vu, j'ai préféré le garder pour la salle de cinéma, donc je privilégie la découverte en salle de cinéma, j'ai très très envie de le voir. On a également eu le film allemand Sleep, qui a gagné également le prix du jury, donc il a été ex-aequo avec Teddy, et j'étais très content parce que c'était un de mes films préférés de ceux que j'avais vus parmi la compétition, donc j'étais très content de ce prix. Donc c'est un film allemand qui est pas parfait, mais qui est vraiment très intéressant et qui propose beaucoup de bonnes choses. Et puis c'est Possessor de Brandon Cronenberg, donc le fils de David Cronenberg, qui a remporté 2 prix également, à savoir notamment le Grand Prix et le prix de la meilleure musique originale, musique donc composée par Jim Williams, et également le compositeur de Grave de Julia Ducournau, donc compositeur qui n'a plus rien à prouver. Il a encore fait un beau travail sur Possessor, parce qu'effectivement Possessor, bah, je voulais garder pour la salle de cinéma, mais en fait j'ai bien fait de le regarder, parce que le film va sortir en DVD ou VOD, j'ai vu directement, donc pas de salle pour Possessor, un peu dommage, mais du coup bah, j'ai eu du fleur, parce que bah du coup... de toute façon, je n'aurais pas pu le découvrir en salle, donc bon, finalement que je l'ai regardé à l'occasion du festival, c'était plutôt un bon move de ma part. Donc voilà, dommage, hein, parce que le film, vu vraiment son esthétique très impressionnante, méritait pour moi la salle. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Voilà pour les actus, passons aux sorties d'avant 2021. Et on commence avec John Carter, réalisé par Andrew Stanton, production live-action de Disney, sorti en 2012. Alors, pourquoi j'ai vu John Carter? La principale raison est... Alors, je vous avais parlé de ça, il y a 2-3 numéros de ça, je ne sais plus exactement dans lequel, mais je vous avais dit que, donc je suis très actif sur Sens Critique, hein, le meilleur site du monde évidemment, donc un réseau social culturel qui permet de noter tout ce que tu as vu, tout ce que tu as écouté, tout ce à quoi tu as joué, et même tout ce que tu as lu, etc. Et après tu peux faire des listes, tout ça, enfin tu peux ajouter des envies, donc après tu as tout un catalogue machin de films à voir, et après donc, tu peux noter tous les films que tu as vus, tout ça, etc. Après tu peux faire des top 10, tout ça. Bref, c'est génial. Encore une fois, le lien sera en description. Et il y a des badges sur Sens Critique, donc que tu peux gagner en effectuant certains trucs. Et j'ai découvert un badge très rare qui demande d'avoir vu et noté les 55 films qui ont dépassé le million d'entrées au box-office français 2012. Et donc je me suis lancé ce défi. Et donc bah, du coup je prends le classement en bas, donc je commence par la 55e position, donc celui qui a dépassé tout juste le million d'entrées, et puis je remonte le classement. Du coup, il y a quelques numéros de ça, j'avais vu Les Kaira de Frank Castormine, qui était donc le 55e du classement. 54e, c'était Chronicle de George Trank, qui est un de mes films préférés, donc évidemment que je l'ai déjà vu. Et le 53e, c'était donc John Carter, et c'est pour ça que je l'ai regardé. Et c'est vraiment bien, j'ai bien aimé John Carter.
Pourtant, bon bah voilà, vu Disney tout ça, enfin j'étais pas très confiant. Mais je sais que c'était un film qui avait été... alors déjà, bon, c'est peut-être un film que Disney préférait oublier, parce que c'est un film qui est un immense échec au box-office, parce que le budget du film était gargantuesque, et il n'a pas rapporté beaucoup, donc c'est quand même pas rien. Et bah pour moi, le film ne mérite pas tout ça, parce que vraiment, il est vraiment très intéressant. C'est un film qui tente des choses, c'est un film où tu sens qu'il y a un vrai metteur en scène derrière la caméra. Tu sens que c'est un film qui a des idées, qui veut raconter quelque chose, qui ne prend pas son spectateur pour un idiot. Il y a un univers riche et fascinant, t'as envie d'en savoir plus. Et puis, il y a un sens du spectacle et du divertissement qui est très appréciable. Et puis, il y a des scènes qui sont vraiment dingues, je trouve. Donc, vraiment, j'ai trouvé le film bien. Pourtant, voilà, bon, le film a des défauts, bien sûr. Hein. Il a quand même quelques petits clichés par-ci par-là. Et les effets spéciaux sont malgré tout pas toujours ultra au point. Mais globalement, ça se regarde vraiment très bien. Et j'ai passé un bon moment devant John Carter. Donc je m'attendais pas. Et John Carter est un bon film. Qui veut la peau de Roger Rabbit, réalisé par Robert Zemeckis, sorti en 1988, film que j'avais envie de voir depuis très longtemps déjà parce que j'aime beaucoup Robert Zemeckis, mettant en scène également de la trilogie Retour à le futur, certainement ma trilogie préférée. Et puis c'est un film donc, qui avait la particularité de mélanger des images réelles et des images de cartoon, parce que Roger Rabbit est un personnage des Looney Tunes, enfin créé pour le film mais qui fait partie des Looney Tunes en gros. Et j'ai été un chouïa déçu. C'est-à-dire que j'ai adoré la première demi-heure, vraiment, alors parce que déjà le film commence donc par un cartoon complet de 7-8 minutes, donc de Roger Rabbit, et moi ça m'a tout de suite fait penser à Tex Avery, il y a la même inventivité, il y a la même dinguerie, il y a la même, il y a le même esprit loufoque et à la fois extrêmement ludique de chez Tex Avery. Moi j'adore Tex Avery, et j'ai retrouvé cet esprit-là, et donc j'ai trouvé ça formidable. Et puis donc après, quand on arrive dans le monde réel, et donc et qu'on nous présente un peu les personnages, et puis après il y a la scène avec Jessica Rabbit, donc la femme de Roger Rabbit, qui est une espèce un peu de bimbo, tout ça, et je trouve que c'est ultra bien foutu. Enfin, la mise en scène, je trouve, est assez dingue, les effets spéciaux sont ultra bien foutus, vraiment t'y crois à fond à ce mélange des deux univers. Et puis une fois que la première demi-heure est passée, je trouve que le film n'arrive pas toujours à trouver le bon ton. Parfois il est un peu trop loufoque, justement, parfois il est peut-être un peu trop sérieux. Et je sais pas, j'ai moins été emballé par la suite, curieusement. Et pourtant, je trouve qu'il y a des trucs qui sont formidables, quoi. Il y a un casting que je trouve assez dingue, quoi. Il y a le personnage principal est campé par Bob Hoskins, qui d'ailleurs est décédé il y a pas très longtemps, je crois, et qui est un acteur que je trouve, enfin, je trouve qu'il a la gueule parfaite pour le personnage. Il y a aussi l'inoubliable Christopher Lloyd, donc Doc dans le futur, donc il y a aussi un rôle dans le film, et ça fait toujours très plaisir de le voir dans un film. Et son personnage est vraiment cool. Mais voilà, donc il y a plein de bonnes idées, c'est bien réalisé, mais je sais pas, j'ai pas eu le coup de cœur, j'ai juste trouvé ça bien. Voilà, j'ai moins été emballé, passé la première demi-heure. Donc dommage de ce côté-là, donc j'étais un poil déçu. Par contre, après, parce que donc j'avais acheté le DVD, et dans le DVD il y avait aussi inclus donc les 3 cartoons qu'ils avaient fait de Roger Rabbit après le succès du film. Et pour le coup, je les ai préférés au film en lui-même, parce que vraiment, encore une fois, on retrouve tout le génie de Tex Avery, ça va à fond la caisse, c'est extrêmement drôle. Donc les titres, donc il y a Bobo Bidon, il y a Lapin Looping, celui-là il est vraiment génial, ça se passe dans des montagnes russes, enfin dans une fête foraine, et donc il y a toutes ces séquences de montagnes russes qui est absolument formidable. Et après donc il y a le dernier qui s'appelle Panique au pique-nique, qui est un peu moins bien celui-là, mais vraiment ces 3 cartoons c'est un vrai bonheur, donc c'est inclus dans les bonus du DVD. Sinon ça va certainement se trouver sur YouTube, vous tapez Roger Rabbit Cartoon et vous devriez les trouver. Et voilà, si vous aimez Tex Avery, vous allez retrouver le même esprit, c'est un véritable bonheur. Donc voilà, un peu déçu par le film, mais par contre les cartoons de Roger Rabbit, c'est vraiment génial. Prochain film impitoyable, réalisé par le seul et l'unique Clint Eastwood, sorti en 1992, le dernier western de Clint Eastwood, si je dis pas de bêtises. Et quand je dis dernier western, c'est le dernier western qu'il réalise, et surtout dans lequel il est apparu. Il me semble qu'après Impitoyable, il a plus jamais fait de western. Surtout, je dis une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, Impitoyable, c'est un petit peu, en fait, c'est un peu l'apothéose en fait de Eastwood dans le western. C'est un film que j'ai trouvé absolument génial. C'est toujours mené d'une main de maître, que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit en termes de narration, d'histoire, l'humanité qui arrive à mettre Clint Eastwood dans ses films, ça m'a toujours vraiment impressionné. À chaque fois que je vois un film de Clint Eastwood, l'humanité qu'il arrive à mettre dedans, c'est-à-dire qu'il arrive vraiment à créer des personnages qui sont vraiment pas manichéens, il ne les prend jamais de haut, qu'ils soient bons ou mauvais. Ça vraiment, je trouve que c'est un régal, vraiment, ce recul qu'il peut avoir par rapport à ces personnages, je trouve ça formidable. Et donc voilà, donc voilà, le casting est impeccable, la musique est sublime, la mise en scène est donc encore une fois grandiose, et puis, voilà, c'est passionnant, quoi. Ça dure un peu plus de 2 heures, et c'est absolument passionnant, les acteurs, enfin voilà, c'est génial. J'aime pas concevoir à dire, en fait, Impitoyable est vraiment génial,
C'est un grand Clint Eastwood et c'est toujours un bonheur de découvrir ces films. Voilà, Impitoyable, c'est juste vraiment, vraiment bien. Très très bien à voir absolument. J'ai pas grand chose à dire en fait, c'est formidable quoi, voilà. Prochain film qui est également un western un peu plus moderne, Comancheria, réalisé par David Mackenzie, sorti en 2016 avec dans les rôles principaux Jeff Bridges, Ben Foster et Chris Pine. Donc Ben Foster et Chris Pine qui jouent donc des frères qui sont des braqueurs, et Jeff Bridges qui joue le shérif qui va donc tenter de les arrêter. Et c'est un film qui est scénarisé par Taylor Sheridan, donc qui était également le scénariste du premier Sicario de Denis Villeneuve et qui avait réalisé un an plus tard Comancheria, donc en 2017, Wind River, avec Jeremy Renner et Elizabeth Olsen, pardon, qui est un film que j'aime beaucoup. Si vous avez vu ma collection de DVD numéro 1, j'ai un coffret Taylor Sheridan, et donc il y avait Sicario, Comancheria et Wind River, donc j'avais déjà le DVD Comancheria, je l'avais jamais vu jusqu'ici, donc ça y est, enfin j'ai regardé, et j'ai beaucoup aimé. Et pourtant, sur le papier, ça paraît très classique, parce que voilà, donc des frères braqueurs, un shérif, tout ça dans un esprit un peu western moderne. Il y avait tout pour que ce soit un film classique oubliable, mais alors vraiment, que ce soit le casting, les personnages, la mise en scène, la musique, l'écriture ou même la photographie, tout ça en fait un excellent, déjà western, mais surtout un excellent polar, parce que c'est un film extrêmement intense, il y a vraiment un côté très thriller, voire même action dedans. Il est imparfait, voilà, c'est peut-être pas un aussi bon film qu'Impitoyable, mais quand même, je trouve que vraiment c'est une réussite absolue, notamment la deuxième moitié du film, que je trouve à la fois mélancolique et intense. Et parce que voilà, c'est pas pareil, c'est un film qui aussi prend le temps de poser ses personnages, de pas les juger, de pas les prendre de haut. Et j'ai adoré la fin du film aussi, que je trouve très dans n'importe quel western qui se la jouerait un peu bourrin, ça aurait fini en bain de sang et en fusillade, mais non, le film a l'intelligence de finir sur quelque chose de beaucoup plus poétique et de beaucoup plus mélancolique. Et j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien. Donc voilà, c'est très bien écrit. Taylor Sheridan est un très bon scénariste. Donc voilà. Comancheria, c'est un grand oui pour ma part. Et le dernier film, Orange Mécanique, réalisé par Stanley Kubrick, sorti en 1971. Vous le savez sûrement, j'aime énormément Kubrick. Je suis un grand fan de 2001 et de Shining, j'aime beaucoup Barry Lyndon. Et donc enfin je découvre un autre de ses classiques que je n'avais toujours pas vu, Orange Mécanique donc. Et je suis toujours autant impressionné par sa mise en scène millimétrée et virtuose. Les acteurs qui sont excellents, la BO qui est formidable, et certaines scènes qui sont d'une puissance dévastatrice. Après, je dirais pas que c'est son meilleur film pour autant. Je trouve malgré tout qu'il y a peut-être, comment je pourrais dire ça, 2-3 imperfections. Et encore, c'est pour pinailler. Mais voilà, par exemple, il y a pas mal de voix off. Je suis pas très fan de voix off, pour être tout à fait honnête. Après bon voilà, après on passe outre parce que ça reste un détail, et ce qui est assez génial c'est que, alors je savais, parce que vous savez aussi je suis un très grand fan de Pink Floyd, et pour l'anecdote, Kubrick voulait utiliser une musique de l'album Atom Heart Mover des Pink Floyd, donc l'album à la vache pour ceux qui voient pas, donc il voulait utiliser la chanson éponyme de l'album pour l'intro du film, sauf que les Floyd ont refusé, même si l'intro du film, la musique qui a été gardée au final est formidable. Bon, ça aurait quand même été cool d'avoir du Pink Floyd chez Kubrick. Mais ce qui est assez cool, c'est que malgré tout, bon, même si Kubrick, là, alors, par contre, Pink Floyd, après, ont reconnu qu'ils s'en étaient un peu mordu les doigts après. Mais par contre, Kubrick, apparemment, n'a pas été trop rancunier parce que, effectivement, à un moment, on a un personnage principal qui donc traîne chez un disquaire. Et effectivement, on peut voir, dans un coin de l'image, l'album Atom Heart Mover des Pink Floyd. Donc, pour le clin d'œil, je suppose. Je savais qu'il y avait l'album dans le film, donc j'ai vraiment fait gaffe. Et donc ça va, je l'ai trouvé, je suis content. Au-delà de ça, c'est formidable, Kubrick est un grand metteur en scène, j'arrête pas d'être impressionné de film en film, et j'en ai encore quelques-uns à rattraper de ces grands classiques. Il y a Les Sorciers de la Gloire, Lolita, ou encore son dernier film, Eyes Wide Shut, que j'ai très hâte de voir aussi. Voilà donc pour ce numéro de Jus de Ciné, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois donc pour un nouveau numéro de Jus de Ciné, donc en compagnie de Marie cette fois-ci, ça sera, c'est sûr, à 100%. Il y aura donc un vice-versa, et puis les actus, et puis d'autres films évidemment. Bah écoutez, c'est à peu près tout. Merci de m'avoir suivi encore une fois, et donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour plus de cinéma et plus de films. Prenez soin de vous, à la prochaine, salut!